Eh ben, il mâche le boulot. Merci, oups. Alors, nous accueillons quelqu'un de passionné qui va pas forcément mettre 1h20, mais voilà. Et qui a besoin d'une télécommande. Peut-être que depuis la régie plateau, on va pouvoir lui en fournir une. On souhaite la bienvenue donc à Loïc Andrien qui qui va peut-être se présenter lui-même. Ah, merci beaucoup, capitaine. Merci. C'est vous? Ouais. Merci. Donc Loïc, il est ancien éducateur, ancien directeur d'établissement, aujourd'hui chercheur associé au Centre européen de recherche en économie financière et gestion des entreprises. Et il travaille beaucoup sur l'évolution des organisations médico-sociales. On lui a posé une question qui nous anime tous. Changer, on a envie. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire que ça change? Ou alors, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Voilà une question qu'elle est importante. Loïc, à toi. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir ici, merci de m'avoir invité. C'est particulièrement presque émouvant de revenir à Strasbourg où j'ai commencé ma carrière d'éducateur il y a longtemps en arrière. Et aujourd'hui, effectivement, pour parler un petit peu des questions de comment on transforme un environnement. Je ne vais pas parler d'autodétermination aujourd'hui, il y en a qui vont le faire bien mieux que moi après. Et puis généralement, ce que je répète souvent sur les questions d'autodétermination, c'est, comme mon collègue Patrick Fougerolas, avec qui je co-dirige la revue Equitas le dit, c'est bien de donner le choix aux gens, mais s'il n'y a pas d'alternative, ça ne sert pas à grand-chose. Donc concrètement aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'essayer de discuter de comment on crée des alternatives, de comment on transforme la société. Alors je teste juste la télécommande parce qu'à chaque fois j'ai un souci technique. C'était une blague la télécommande ou Non, tu as dit qu'à chaque fois il y a un souci technique. Ouais, c'est ça. Voilà. Non mais vu... Alors, si elle ne marche pas, ce que je te propose, c'est de dire, quand tu le souhaites, slide suivante, et Céline, qui est aux manettes derrière, elle va opérer. Ça marche, merci. Bah, slide suivante, du coup. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, comme Thibault l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé comme éducateur. J'ai commencé en psychiatrie, où on a travaillé assez vite avec les collègues du service sur des accompagnements un peu innovants. Ce qu'on appelait à l'époque de la coordination, il y a un peu plus de 20 ans. On travaillait beaucoup avec l'environnement. L'idée, c'était de se dire, s'il y a une personne qui ne va pas bien, c'est peut-être pas toujours que de sa faute à elle, elle est peut-être aussi dans un environnement qui ne va pas bien lui aussi. La coordination, c'est devenu un mot qu'on utilise de plus en plus, et on le faisait déjà il y a 20 ans, c'était assez intéressant. J'ai pris ensuite des fonctions de cadre, de directeur de territoire, etc. Et puis, à force de me poser des questions, je me suis lancé dans un travail de thèse. J'ai passé ma thèse à Polytechnique sur l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap. Et puis maintenant, je peux le dire, dans quelques semaines, je vais commencer un post-doctorat à Sciences Po pour travailler sur la transformation de l'offre. Donc concrètement, l'idée de se poser des questions m'intéresse de plus en plus. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu comment on peut venir poser des questions sur ces sujets qui sont parfois un peu compliqués, un peu difficiles. Aujourd'hui, la recherche, pour moi, c'est avant tout se poser des questions. Donc, je ne vais pas vous faire un grand exposé théorique, je ne vais pas vous parler de 15 références théoriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de savoir comment on peut se poser des questions et comment, ensemble, les questions qu'on peut se poser, ça va nous amener à créer quelque chose de nouveau. On en reparlera à la fin de l'intervention. On va juste se donner une petite règle de fonctionnement. Si à un moment donné, j'emploie des termes où il y a des choses que vous ne comprenez absolument pas, vous n'hésitez pas, vous levez la main. Les lumières sont un peu fortes, mais si j'arrive à les voir, j'essayerai de reformuler et puis d'expliquer un peu les choses différemment. Slide suivante. Donc comme je disais, l'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question, quels environnements on propose aux personnes qu'on accompagne. Dans un certain nombre d'expériences que j'ai pu vivre, on s'est aperçu assez rapidement, et je vais essayer de vous en raconter quelques-unes, que finalement, les environnements qu'on construit, on les construit avec nos propres idées, nos propres habitudes, notre propre culture. Et parfois, ce n'est pas totalement adapté, ce n'est pas totalement pensé pour les personnes qu'on accompagne. Slide suivante. Donc, mes deux références, je vais les dire tout de suite, comme ça la partie un peu théorique sera passée. Mes deux grandes références, c'est John Dewey, philosophe américain pragmatiste, qui travaille essentiellement au début du XXe siècle et qui va être notamment le père, ou en tout cas le concepteur de quelques idées autour d'impulsions, habitudes, que je reprendrai tout à l'heure.
Et ensuite, slide suivante, Erving Goffman, que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être pour ses travaux notamment sur Asile, sur les institutions totales, etc. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Ce qui va m'intéresser un peu plus chez lui, c'est la notion de cadre, les cadres de l'expérience et comment finalement on construit du sens collectivement. Slide suivante. Première partie de l'intervention, il va y en avoir 3. Première partie de l'intervention, comment on transforme une société. Ce que moi j'ai découvert dans les projets de recherche que je mène, je mène essentiellement des projets de recherche action participative. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est des projets qui visent à la fois à produire de la connaissance, à transformer des pratiques, mais surtout qui sont participatifs. Donc c'est des recherches avec les concernés et pas seulement des recherches sur les gens. Donc, première chose que j'ai apprise en faisant de la recherche, c'est que la démarche d'enquête, c'est déjà une démarche qui permet de transformer les choses. Se poser des questions, c'est déjà une forme de prise de pouvoir et de prise d'intérêt sur ce qu'il va y avoir autour de nous, sur une transformation de l'environnement à laquelle on voudrait arriver. Donc enquêter, c'est se poser des questions. Et ça, on le fait tous, partout, un petit peu plus, certains plus que d'autres. Mais se poser des questions, c'est déjà la base, en fait. C'est la base de la méthodologie d'enquête. La méthodologie d'enquête, elle sert à se poser des questions, mais se poser des questions pour ensuite résoudre des problèmes. Alors, définir ce qu'est un problème, c'est déjà la base de la méthodologie d'enquête, en fait. Dans un projet de recherche, la toute première phase, c'est ensemble, on se réunit et on essaye de voir qu'est-ce qui fait problème. C'est pas si simple que ça. Parce que quand on est à plusieurs dans une situation, on s'aperçoit que ce qui fait problème, ce n'est pas forcément toujours exactement la même chose pour tout le monde. Réunion d'équipe, d'une équipe d'éducateurs, on parle d'un accompagnement, telle personne a telle difficulté, est-ce que ça fait problème? Est-ce que c'est le problème? Est-ce que pour tel éducateur c'est un problème? Est-ce que pour l'autre c'est un problème? Et est-ce que pour la personne concernée elle-même c'est un problème? C'est pas si simple que ça, c'est pas si évident, on va le revoir tout à l'heure. Ce que Dewey nous explique, c'est que quand on est face à un problème, on a 2 solutions pour y répondre. La première, c'est ce qu'il nomme les impulsions. On a la possibilité individuellement de répondre au problème. On va trouver dans notre énergie propre, dans nos idées à nous, une solution qui va pouvoir résoudre le problème. La deuxième manière d'y répondre, c'est ce qu'il a nommé les habitudes. Les habitudes, je vais beaucoup l'utiliser aujourd'hui, on va en reparler tout à l'heure. C'est ce qu'on apprend de l'environnement. Si je sais comment je dois me comporter en public, si je sais comment je dois rouler sur la route, c'est parce que j'ai appris un certain nombre de choses de ma culture, de mon environnement. J'ai appris un certain nombre d'habitudes. Les habitudes, c'est ce que la culture nous apprend et qui nous permet de résoudre certaines situations, problèmes, comme le dit Dewey. Donc quand on est face à un problème, on a 2 choix. Soit individuellement, on arrive à trouver une solution, soit on trouve dans ce qu'on a appris à l'école, dans ce qu'on a appris dans la famille, dans ce qu'on a appris de nos habitudes, on trouve une solution. Si ces 2 solutions ne fonctionnent pas, c'est ce qu'il appelle la conduite intelligente, là c'est l'enquête. On commence à se poser des questions et on va en fait élaborer toute une démarche d'enquête en 4 phases. On va définir le problème. On va émettre un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir résoudre le problème. On va aller expérimenter, se confronter au problème et voir ce qu'on va pouvoir faire. Et puis ensuite, on va analyser. Et vu que la démarche d'enquête, c'est un peu sans fin, on va recommencer. Et puis, on va se reposer toujours un peu des questions pour savoir si le problème a été résolu ou non. Slide suivante. Alors, je vous prie d'excuser les images que je vais vous présenter. Je les ai générées par intelligence artificielle, histoire de changer un peu des photos et puis surtout de ne pas diffuser les photos des personnes concernées. Mais très clairement, j'ai encore un peu du mal avec l'intelligence artificielle, donc ça donne des images un peu étranges parfois, mais vous verrez. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous faire un grand exposé théorique. Donc l'idée pour moi, c'est de vous raconter des histoires et d'essayer d'illustrer un petit peu les différents propos que je peux tenir. Première histoire, c'est l'histoire de Nathalie. J'ai vu que j'avais des anciens collègues dans la salle et ils vont peut-être reconnaître les situations. L'histoire de Nathalie, c'est celle qu'on appelait la gardienne du foyer. J'étais directeur d'établissement à l'époque, foyer d'hébergement pour des travailleurs d'ESAT.
Et Nathalie, elle était tout le temps dans le hall d'entrée, sur sa chaise. Elle ne parlait pas beaucoup et elle disait bonjour à tout le monde. Slide suivante. Un jour, le foyer brûle. Alors, pour la petite histoire, le foyer brûle pas pour rien. Dans l'idée des empêchements qu'on peut mettre en œuvre ou des choses de ce type-là, en fait, un des résidents met le feu au foyer de colère parce que 15 jours auparavant, il a demandé un déménagement pour rejoindre sa famille, pour se rapprocher de sa famille qui habite près de Strasbourg, justement. Et ça lui a été refusé parce qu'il y avait un changement de département et que d'un point de vue administratif, ça engageait des transferts de financement que le département d'origine ne voulait pas accorder. Vous voyez que déjà d'emblée, on part mal sur la question de l'environnement incapacitant ou de problématiques administratives qui vont empêcher les gens de réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Je ne dis pas que faire brûler un foyer, c'est bien, on s'entend. Si demain il y a des incendies de foyer, je ne suis pas responsable. Donc faire brûler un foyer, forcément, c'est pas bien. Pourtant, le foyer a brûlé. Dans l'urgence, il a fallu reloger tout le monde. Reloger tout le monde, ça veut dire que pendant une semaine, c'était entre colonies de vacances et hébergement d'urgence en gymnase. Ça a été des changements assez drôles et assez sympas à vivre pour l'équipe, les résidents. C'était assez chouette. Slide suivante. Et puis là, on commence à comprendre qu'il va y avoir 2 ans de travaux pour réaménager le foyer, donc il va falloir trouver une solution qui soit plus si amusante que ça, mais une solution de relogement un peu plus pérenne. Et là, le maire de la ville nous aide et nous met à disposition des appartements dans une tour d'habitation. Alors au-delà du fait que les pompiers ont un petit peu du mal avec cette idée-là, dans la mesure où il y a déjà eu un incendie avant, dans une tour d'habitation avec des appartements très en hauteur, ils n'étaient pas très enthousiastes, mais bref. Donc on intègre plusieurs appartements après un certain nombre de travaux, de mise aux normes en sécurité incendie, de recrutement de personnel supplémentaire, etc., etc. Je vous passe les détails. Les résidents qui, pour certains, ont vécu pendant 25 ans en foyer d'hébergement se retrouvent du jour au lendemain en appartement. Première situation problème, comment on vit tout seul en appartement? C'est pas si simple que ça. Donc tout le monde va intégrer des appartements et ça va créer des nouvelles situations. Il va falloir analyser, enquêter, il va falloir se poser des questions. Slide suivante. Nathalie, qui, comme je le disais tout à l'heure, était toujours assise dans le hall du foyer, elle ne peut plus l'être, il n'y a plus de hall d'entrée. C'est plus exactement la même configuration. Et un jour, en fait, l'équipe d'éducateurs arrive et nous dit « Mais c'est bizarre, Nathalie ne vient plus manger avec nous, ni le petit-déj, ni le midi. » Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'organisation avait été trouvée. Il y avait un appartement pour l'équipe éducative où tout se passait au niveau collectif. Et puis ensuite, chacun avait son appartement où il pouvait à la fois dormir, mais aussi manger, etc. Nathalie avait découvert qu'elle pouvait prendre ses petits-déj toute seule. Depuis 25 ans, elle n'avait jamais pris un petit-déj toute seule. La configuration du foyer était faite de telle manière que les petits-déj et les repas étaient toujours en collectif. Nathalie, qui vivait en collectif depuis 25 ans, du jour au lendemain, découvre à quel point ça peut être intéressant de manger toute seule. Donc elle nous fait bien comprendre, elle ne parle pas beaucoup, comme je disais tout à l'heure, mais elle nous fait bien comprendre que c'est plus la peine. Le collectif, elle en a un peu soupé, elle en a un peu ras-le-bol, et donc elle va continuer à manger et à prendre ses petits-déj toute seule. Pour les midis, elle va revenir un peu de temps en temps. Slide suivante. L'appartement où il y a la vie collective va petit à petit se vider. Les résidents vont comprendre que petit à petit, ils peuvent vivre par eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils peuvent avoir d'autres habitudes, ils vont réinterroger les habitudes. Et en fait, dans cette enquête-là, dans comment on a construit et comment on a analysé la situation problème, initialement, c'était peut-être le fait de vivre tous les uns sur les autres avec des habitudes de vie qui étaient construites par un collectif, imposées par un collectif, imposées par une configuration architecturale et qui imposaient des habitudes aux résidents sans que forcément ils aient eu le choix de les discuter ou de les analyser. Donc certains résidents vont continuer à aimer de se retrouver au petit-déj, de déjeuner ensemble, mais par contre, ils vont découvrir de nouvelles façons de vivre.
jusqu'à former des couples pour certains, ce qui n'était pas vraiment possible dans un foyer où les chambres étaient individuelles et où le collectif était vraiment très prégnant. Slide suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a analysé la situation? Comme je disais tout à l'heure, si la situation problème, on se mettait d'accord pour dire que l'ancienne configuration du foyer n'était pas possible, Nathalie, ce qu'elle nous a expliqué, ce qu'elle nous a montré dans cette situation-là, c'est qu'il y avait peut-être besoin de le reconstruire différemment. Il fallait peut-être construire l'environnement différemment. Le foyer a été reconstruit. Le bâtiment à l'extérieur n'a pas beaucoup changé, mais à l'intérieur, les espaces collectifs ont été très largement réduits au profit d'appartements où les gens pouvaient vivre individuellement, et même des appartements conçus pour pouvoir accueillir des couples. On a transformé l'environnement de ces personnes-là. On a transformé les pratiques de l'équipe. Alors c'était peut-être le plus difficile. Transformer un bâtiment quand on a la possibilité de le reconstruire, c'est pas forcément le plus difficile. Il faut surtout avoir des idées puis un architecte qui veut bien les traduire. Transformer les modalités d'accompagnement d'une équipe qui avait parfois pour certains plus de 20-30 ans d'ancienneté, c'était pas forcément le plus facile. Identifier que du jour au lendemain, Nathalie, elle voulait plus venir déjeuner et que ensuite, quand elle a réintégré le nouveau foyer, elle voulait continuer à vivre toute seule et à déjeuner toute seule. Ça voulait dire inventer de nouvelles pratiques, inventer de nouvelles façons, notamment de faire les courses, tout bêtement. Parce que quand vous avez un petit-déj collectif, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de course à faire particulière. On a une alimentation globale unique. Mais si tout le monde veut commencer à prendre son petit-déj, ça veut dire aussi qu'il faut organiser le rapatriement, le ravitaillement global. Donc Nathalie a appris à faire les courses à un peu plus de 45-50 ans. Et elle fait des courses. Et elle est contente de sa nouvelle vie. Slide suivante. Dans cette situation-là, ce qui pour l'instant a été montré, c'est l'importance de comment on peut transformer un établissement. Mais dans la deuxième partie, ce que je vais vous expliquer, c'est l'importance des interactions. Dans la première situation, quand le foyer brûle, on n'a pas le choix. La situation de problème, elle est face à nous. Et ça nous arrive régulièrement. Il y a quelques années, on a pris un truc qui s'appelait le Covid, qui a un peu bousculé nos vies, qui a un peu bousculé nos organisations. Et la situation problème, elle s'imposait à nous. On n'a pas eu le choix que de transformer certaines pratiques. Et pendant le Covid, dans certains établissements, qu'on parle d'établissements sociaux, médico-sociaux, il y a eu de nouvelles pratiques spontanément, des innovations qui se sont mises en place et qui étaient particulièrement intéressantes. J'ai eu vent, j'ai connu, j'ai étudié, notamment des établissements qui prêtaient du personnel, qui échangeaient du personnel, qui échangeaient des bâtiments, qui mettaient à disposition certains bâtiments, des choses qu'on n'aurait jamais forcément imaginées quelques années auparavant, mais ont été possibles en quelques semaines parfois pendant le Covid. On voit bien que changer une organisation, une façon de travailler, c'est possible. Pendant le Covid, on l'a montré et ces innovations-là ont été particulièrement intéressantes. Mais la question, c'est comment on les change, ces habitudes-là? Parce que si elles sont tellement ancrées, pourquoi dans le foyer d'hébergement on ne les a pas changées pendant 25-30 ans? C'est que ça nous apporte quelque chose. En fait, ce que Dewey nous explique, c'est que dans la vie, on cherche tous des certitudes. Les certitudes, c'est vachement confortable. Ça nous aide à bien stabiliser notre environnement. En fait, on construit des habitudes collectives pour agir, pour faire face à un environnement qui est toujours à peu près en changement. Il y a toujours des choses qui évoluent. On peut parler à la fois des questions réglementaires, on peut parler des questions écologiques, on peut parler... Voilà. Il y a plein de choses qui évoluent tout le temps. Et finalement, nous, collectivement, on discute, on travaille ensemble pour essayer de fixer des choses, pour essayer de stabiliser cet environnement et de savoir un petit peu comment on va l'aborder. Donc on construit ensemble des habitudes pour agir. Et quand on est dans un collectif, les habitudes, c'est bien pratique et c'est bien nécessaire. Savoir qui fait quoi à quel moment, c'est juste un peu normal dans un collectif d'être organisé. Quand on commence à discuter un petit peu de qui va faire quoi à quel moment dans un service, dans une équipe,
on sait que ce n'est pas juste de la logistique. C'est aussi qui va faire quoi en termes de sens, en termes d'action. Et quand on travaille à plusieurs, finalement, Dewey nous explique qu'on réactualise, ou en tout cas on réinvente nos habitudes. Les habitudes, elles ne sont jamais totalement fixées. Il y a une habitude que j'aime bien, que j'ai rencontrée beaucoup pendant ma thèse notamment, c'est l'habitude qu'on rencontre en foyer d'accueil médicalisé, pour citer que, mais parce qu'on va en reparler juste après. L'équipe qui arrive et puis qui vous dit chez nous, le petit-déj, c'est à 7 heures. Et pourquoi? Ah on ne sait pas. Ça a toujours été comme ça. Et vous ne vous posez pas la question, qui a mis ça en place? Oh non, c'est 7 heures, c'est bien, c'est comme ça. C'est caricatural, c'est un peu exagéré, mais c'est une réponse qu'on retrouve assez souvent. Non pas le 7 heures en lui-même, l'heure il peut changer, je pense que là il y aura plein d'exemples différents, mais plutôt le fait qu'on ne se pose plus la question, que dans notre organisation au quotidien, il y a plein de choses sur lesquelles on ne se pose plus forcément la question, c'est des évidences. Et j'aurais tendance à dire que là où il y a des évidences, il commence pour moi à y avoir des problèmes. Parce que si c'est des évidences, c'est peut-être qu'on a justement arrêté de se poser des questions et qu'on a arrêté d'essayer de comprendre pourquoi on fait certaines choses. Slide suivante. Deuxième histoire, c'est l'histoire de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous pouvez passer ensuite parce que je crois qu'il y a du texte qui doit apparaître. Ah non. Bon, bref, c'est pas grave. Merci. Jean-Pierre, c'est une personne qui vit dans un foyer d'accueil médicalisé depuis plus de 30 ans. Il a fait l'ouverture du foyer d'accueil médicalisé. C'est un foyer d'accueil médicalisé que j'ai étudié pendant ma thèse. Et Jean-Pierre, en fait, on m'a raconté, il est arrivé dans le foyer d'accueil médicalisé à l'ouverture, donc comme je disais, avec un petit sachet en papier avec ses médicaments dedans et puis un sac avec ses vêtements. Jean-Pierre, les professionnels le qualifient d'autiste profond non verbal. Il n'y a jamais eu de diagnostic, on ne sait pas exactement ce qui est derrière, mais ces mots-là font sens pour les professionnels, ça permet à tout le monde de voir un petit peu ce qu'il en est. On le qualifie aussi de très ritualisé. Il a beaucoup d'habitudes. J'y reviens. Donc en fait, il a à peu près toujours le même rythme, toujours les mêmes façons d'être dans l'établissement. Jean-Pierre, comme je disais tout à l'heure, ne parle pas. Il a ses habitudes à lui, il est souvent en pyjama, comme j'ai essayé de le retranscrire sur les images. Et puis globalement, tout le monde sait à peu près ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. Et c'est pratique de nous dire qu'il est très ritualisé parce que ça nous apporte une certitude qui est de savoir comment il va se comporter aujourd'hui. Slide suivante. Un jour, Jean-Pierre, un week-end, voit une nouvelle professionnelle arriver. Cette professionnelle, quand je commence à poser des questions et à mener l'enquête, je m'aperçois qu'en fait, elle a travaillé dans l'établissement comme femme de ménage équivalent à ça, 20 ans auparavant. Elle va faire son remplacement, elle va travailler tout un week-end, et à la fin du week-end, cette personne me dit « C'est dingue, Jean-Pierre, il n'a pas changé d'habitude. En 20 ans, c'est toujours la même chose. Il prend le petit-déj à la même place, à la même heure, l'ordre de la douche, comment il faut l'habiller, etc. etc. » Et là, quand je vais poser la question au reste de l'équipe me dit c'est bizarre, avec moi, il n'a pas ces habitudes-là. Je pose la question à une troisième personne, non, mais c'est pas ces habitudes-là. Et puis finalement, quand je réunis les différentes personnes de l'équipe autour de la table, on s'aperçoit que Jean-Pierre, il n'a pas les mêmes habitudes, pas seulement entre la professionnelle qui a fait le remplacement et les autres, il n'a pas du tout les mêmes habitudes en fonction de chaque professionnel. Avec la première, Jean-Pierre, il va prendre son petit-déj à 7 heures, avec la deuxième, il va le prendre à 8 heures. Avec la première, il va prendre sa douche en troisième sur l'ordre des 10 résidents de l'appartement. Avec la deuxième, il va le prendre en dernier. Alors là, d'où ça vient? Jean-Pierre, qu'on pensait hyper ritualisé, hyper rigide dans sa façon de s'organiser,
devient d'un coup quelqu'un qu'on ne sait plus du tout cadrer, qu'on ne sait plus du tout identifier. Qu'est-ce qui fait Jean-Pierre? En fait, Jean-Pierre, il ne fait que s'adapter aux personnes qui y a autour de lui. Il a bien des habitudes, il a bien des rituels, mais différents avec chaque personne autour de lui. On voit bien là, à ce moment-là, que finalement, la question qu'on peut se poser, si on creuse un petit peu dans la démarche d'enquête, c'est mais qu'est-ce qui vient de Jean-Pierre lui-même? C'est quoi son impulsion, son énergie personnelle? Pas grand-chose. Puisque si Jean-Pierre ne fait toujours que s'adapter aux professionnels qu'il y a autour de lui, on peut se poser la question de ce qui effectivement vient de lui. Et du coup, les habitudes qui sont construites sont des habitudes qui vont rassurer peut-être un peu Jean-Pierre, mais qui vont surtout rassurer les professionnels. Les professionnels qui voient Jean-Pierre comme quelqu'un de ritualisé, alors que Jean-Pierre, il ne l'est pas forcément. Le problème d'une vie où c'est que les habitudes qui décident, c'est que c'est plus très humanisé en fait comme vie. Jean-Pierre, il est tombé dans un système où il ne fait toujours que s'adapter à tout le monde, et ce que Dewey nous explique, c'est que quand les habitudes gèrent complètement notre vie, on perd ce qui fait l'humain. On n'a plus la possibilité d'y proposer quelque chose d'individuel. Ça rejoint aussi ce que Goffman nous disait sur les institutions totales. Les institutions totales, pour Goffman, c'était des institutions qui répondent entièrement aux besoins ou qui anticipent même les besoins des personnes. À partir du moment où il n'y a plus rien qui vient de la personne, qu'est-ce qui reste de l'humain derrière? Est-ce que Jean-Pierre avait encore quelque chose, entre guillemets, d'humain? Ah bah oui, je vous rassure. Parce qu'en fait, Jean-Pierre, slide suivante s'il vous plaît. Merci. Jean-Pierre, quand l'équipe a commencé à comprendre qu'il ne faisait toujours que s'adapter à tout le monde, ils se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'il s'autodétermine, il faut qu'il choisisse pour lui-même, il faut qu'il décide. Donc on lui a donné le choix. Vous vous souvenez ce que je disais au début, c'est bien si on donne le choix, mais s'il n'y a pas d'alternative, ça ne sert pas à grand-chose. Jean-Pierre, en fait, qui ne faisait toujours que s'adapter à tout le monde, du jour au lendemain, on lui a dit, il faut décider, allez-y par vous-même. Et on a totalement modifié et transformé son environnement au point que lui ne savait plus du tout où il était et ce qui se passait pour lui. Conclusion de l'histoire, c'est pas si simple que ça de transformer des habitudes. Ce qu'on apprend collectivement, ce qu'on apprend culturellement, ce qu'on travaille à construire collectivement, c'est pas juste en un claquement de doigts que ça se modifie. Ce qu'on a fait, en fait, en transformant du jour au lendemain les injonctions qui ont été faites à Jean-Pierre, c'est mettre Jean-Pierre dans une grosse difficulté où pendant 6 mois, il a pété une crise à chaque fois qu'il était en difficulté et où concrètement, on lui demandait des choix qu'il n'avait jamais appris à faire. Donc, il a fallu apprendre, il a fallu transformer petit à petit et l'équipe a changé un petit peu dans ses modalités d'interaction avec Jean-Pierre. Là, il était en colère et surtout, il était vraiment pas bien. Il était vraiment très mal. Jean-Pierre, il était très mal parce que du jour au lendemain, on le mettait dans une situation où on lui demandait de choisir, alors que lui n'avait jamais appris à le faire. Concrètement, dans cette situation-là, ce qu'on voit, c'est l'importance des interactions, c'est-à-dire de comment les choses peuvent se construire en collectif. Cette équipe-là a réussi à se poser des questions et à remettre en cause ses propres habitudes, déjà juste en discutant. S'il n'y avait pas eu ces discussions et cette mise en commun autour des rituels de Jean-Pierre, il n'y aurait jamais eu de question en fait. La situation problème, elle apparaît à ce moment-là. C'est au moment où le collectif comprend qu'il y a des choses différentes qui se passent dans la vie de Jean-Pierre que la situation problème apparaît. Après, par contre, ils ont fait une hypothèse qui n'était pas forcément la bonne, qui était de dire maintenant, il faut lui laisser le choix, et ils ont expérimenté le choix. Sauf que Jean-Pierre, il n'a pas trop aimé. Donc, ils ont fait une autre hypothèse, qui était de dire on va voir ce qu'on peut petit à petit essayer de construire avec lui au quotidien. J'ai malheureusement arrêté mon enquête à ces moments-là. Je ne sais pas exactement comment s'est finie cette histoire, si elle s'est finie. Mais concrètement, Jean-Pierre, lui, sur ces transformations-là, au quotidien, a commencé petit à petit à essayer peut-être de prendre une place qui était un peu différente de ce que jusque-là tout le monde définissait pour lui. Slide suivante. Je vais passer à la partie 3. La partie 3, le titre est peut-être un peu étrange, la société n'existe pas, la décision non plus.
Quand on a vu ce que j'ai raconté sur la partie 1 et sur la partie 2, avec les histoires de Nathalie et de Jean-Pierre, l'idée qu'il y a ici, c'est de dire que finalement, vous voyez que dans la situation de Jean-Pierre, on ne peut pas dire qu'il y ait une équipe avec des grandes habitudes, avec des savoirs, des pratiques qui étaient totalement formalisées. Les gens ne savaient pas bien forcément exactement ce qu'ils faisaient, et il a fallu se poser des questions pour commencer à effectivement enquêter, et puis ensuite remettre en cause un modèle existant. Donc concrètement, comment on peut utiliser ça au quotidien? La première chose, c'est déjà partir du principe que la société en tant que telle, ce n'est pas une chose extérieure à nous. Nos actions transforment la société. Alors certains sociologues parlent de l'ordre social, Goffman lui parle de l'ordre de l'interaction. Moi j'aime bien dire que cet ordre de l'interaction, les interactions qu'on va travailler ensemble, peuvent transformer les structures sociales qu'on a pu construire tous ensemble. On peut transformer un établissement, on peut transformer une équipe, on peut transformer une association, etc., etc. Toutes nos actions construisent la société, c'est-à-dire que ce n'est pas juste parce qu'on choisit de faire une chose que la société se transforme, c'est toutes nos actions au quotidien. Et pour ça, il faut les étudier, il faut les comprendre. Et pour comprendre nos actions, encore faut-il qu'on partage un certain sens commun, des significations communes. Il faut qu'on se mette d'accord. Et ça, c'est ce que Goffman appelle les cadres. Les cadres de l'expérience, chez Goffman, c'est le fait qu'on se mette ensemble pour décider ce qui est une situation, ce qui donne sens à une situation. On se met d'accord. Concrètement, les deux histoires que je vous ai racontées, là, on les a partagées tous ensemble. Ça peut faire sens plus ou moins en fonction de votre vécu, de votre expérience. Pour certaines personnes qui travaillent ou qui habitent dans des foyers, peut-être que ça vous a parlé, ça vous a renvoyé à votre propre expérience. Pour autant, la réalité de ces situations-là, je l'ai partagée avec ces équipes-là de manière très différente de ce qu'aujourd'hui je peux vous restituer. Le sens de la situation, il est très différent en fonction du contexte, et c'est normal. Pourtant, c'est exactement sur ces éléments-là qu'on peut travailler et qu'on peut avancer. C'est en travaillant sur le sens qu'on donne à une situation qu'on peut agir concrètement et qu'on peut transformer et modifier nos actions et nos décisions. Slide suivante. Et là, alors, pour la petite parenthèse, ces photos générées par intelligence artificielle, je les ai partagées avec le groupe du comité de pilotage du projet de recherche que je vais vous présenter là. Et ils étaient morts de rire parce que sincèrement, c'est assez proche sur certaines photos, mais en même temps, c'est très caricatural. Donc ça, c'est l'exemple de Nicolas. Nicolas, c'est un des membres d'un comité de pilotage d'un projet de recherche qui va se finir là au mois de décembre. Projet de recherche action participative, financé par la Fédération APAGE et sur lequel on a travaillé pour développer notamment la participation à la gouvernance associative. Donc c'est un projet qui se passe à Meximieux, un peu à côté de Lyon. Et puis on a plusieurs établissements concernés, un ESAT, un accueil de jour, un SAVS et puis un dispositif d'habitat inclusif. Il y a 3 personnes concernées dans le comité de pilotage, 3 professionnels, un cadre, un directeur, moi et puis une collègue de la fédération à la direction qualité qui travaillons ensemble. On a travaillé pendant 3 ans ensemble. Pendant 6 mois, on a formé tout le monde à la méthodologie d'enquête, à l'autodétermination, à la question de la connaissance des droits. Et puis ensuite, on a commencé concrètement à mener un certain nombre d'expérimentations. On a défini des thématiques, on a commencé à se poser des questions. Et puis Nicolas, justement, lui, il définissait la méthodologie d'enquête comme on tourne en rond, mais on avance quand même. Parce qu'en fait, on se répétait toujours à peu près les mêmes choses. Au bout d'un certain temps, c'était un peu pénible, mais on parlait toujours des mêmes thématiques, toujours des mêmes expérimentations. Sauf que d'une réunion à l'autre, on avançait sur les réflexions et sur les analyses. Et un jour, Nicolas, il arrive dans ces réunions du comité de pilotage et il nous dit « Moi, j'ai une idée. Je voudrais qu'on mette en place une ligne de transport entre le SAVS et l'accueil de jour. » Alors, vu que Meximieux, c'est un peu loin, je vais vous expliquer rapidement. Le SAVS est sur les hauts de la ville et l'accueil de jour est plutôt au centre-ville.
Il y a à peu près 1,5 km entre les deux, avec une pente qui est relativement importante. Donc à l'aller, ça peut aller, mais au retour, quand il faut grimper la pente, c'est plus compliqué. Donc concrètement, Nicolas nous propose cette expérimentation-là, et il arrive à un moment donné à nous dire, voilà, j'ai mes idées, je sais comment je veux faire. Okay. Donc première étape, on va présenter ça à l'équipe du SAVS qui est chargée de l'accompagner, et puis on va voir comment ils peuvent être accompagnés. Première difficulté, l'équipe du SAVS n'avait pas trop l'habitude de voir des personnes accompagnées en réunion d'équipe. Ils étaient un peu déstabilisés du coup. Nicolas présente son projet, il y a une éducatrice qui lui dit « Mais Nicolas, tu sais, il y a 2 ans, ta maman a déjà fait la démarche auprès du conseil départemental et on lui a dit que ce n'était pas possible. Donc ça ne sert à rien. » Premier stop. Et on a l'habitude dans le secteur de ces stops, de ces incapacités, vous en parliez tout à l'heure, voilà, où d'emblée on sait que ça va être compliqué, ça va être difficile. Bah, Nicolas, il lui a répondu « C'est pas grave, je vais aller voir Intermarché. » Voilà. Je le dis à chaque fois, moi j'ai pas compris sur l'instant, mais lui il savait exactement ce qu'il voulait. En fait, il avait déjà imaginé que le PDG d'Intermarché, il aurait peut-être une idée parce que ça pouvait intéresser ses clients. Donc il va voir le PDG d'Intermarché, il prend rendez-vous avec, il obtient un rendez-vous. Le PDG lui explique qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais qu'il connaît bien l'adjoint au maire chargé de l'accessibilité. 15 jours après, il a rendez-vous avec l'adjoint au maire chargé de l'accessibilité, et ils mettent en place une navette. Voilà. Nicolas, tout seul, avec des éducateurs et éducatrices qui étaient plus stressés que lui, se retrouve à mettre en place une navette et à intégrer la commission accessibilité de la mairie. Il sort du rendez-vous avec le maire, il regarde l'éducatrice et puis il lui dit bah, « Maintenant, je vais appeler ma mère. » Il ne l'a peut-être pas fait exactement comme ça, mais c'était vraiment pas loin. Donc vous voyez bien qu'on a la possibilité de transformer les choses et cette expérimentation-là nous le montre bien. Slide suivante. Donc il a mis en place sa ligne de transport en commun, il a discuté avec le maire et aujourd'hui il fait partie de cette commission-là. Slide suivante. La difficulté, c'est que dans un collectif, la vision, elle ne peut être partagée que si on la discute. Et vous voyez bien qu'avec l'équipe, au tout départ du projet, bah, ça pouvait sembler compliqué, on imaginait que les choses n'étaient pas possibles. Donc finalement, s'il y avait une décision à ce moment-là, la décision, elle était de dire non, puisque finalement, on jugeait que ce n'était pas possible de mettre en place des transports, puisqu'il y avait déjà eu des discussions qui avaient été faites. Sauf que lui avait décidé que c'était possible. Nicolas, lui, il ne voulait pas entendre le non. Et en même temps, il avait raison. On était en train de mener un projet de recherche où on se disait, mais on peut se poser toutes les questions, on peut aller regarder tout ce qui est possible. Donc ça aurait été dommage quand même de ne pas faire ce mouvement-là d'enquête dans sa vie à lui. Slide suivante. Deuxième exemple, dans le même projet, Edmond. Alors là, pour le décrire très très rapidement, Edmond, c'est une personne qui est arrivée 2 ans avant le projet à l'habitat inclusif et il est accompagné par le SAVS. Et globalement, pour faire simple, il ne sait pas comment il est arrivé là. Il ne se rappelle pas avoir signé une demande à la MDPH, il ne sait pas qui a signé pour lui, il n'a rien demandé à personne et généralement, il ne demande pas grand-chose à qui que ce soit. Quelqu'un de très timide qui n'ose jamais mobiliser les gens, solliciter les gens. Et globalement, s'il n'y a pas un éducateur qui va voir s'il a besoin de quelque chose, bah lui, il ne demandera jamais rien. Il est très content de sa vie, il est très content dans son appartement, très content de l'accompagnement du SAVS, mais il n'a rien demandé et il est hyper timide. Et en fait, un jour, Edmond nous dit, mais dans les expérimentations, on bosse sur les procédures, c'est vachement bien. C'était une idée de Nicolas, hein, c'était pas la mienne. Et dans les procédures, je me suis aperçu d'un truc, c'est que les procédures incendie qui sont à l'habitat inclusif, moi je ne les comprends pas. Première question, première situation, problème. Hypothèse, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut transformer les choses? Edmond, qui sollicite jamais personne, nous dit, moi je veux bien la traduire. La traduire en quoi? En langage accessible, en FALC, en facile à lire, à comprendre. Vous connaissez quelque chose au FALC? Non. Bon, on va apprendre. On met en place une formation FALC, Edmond se forme, et il va traduire la formation. Slide suivante. La procédure, pardon. Il traduit la procédure, alors c'est pas celle-là, c'est juste une image.
Il traduit la procédure, il nous fait exploser complètement notre planning du projet de recherche parce qu'il était tellement enthousiaste qu'il le fait au mois de janvier au lieu de le faire au mois de juin. Mais c'est pas grave, il était content. Et il devient un expert Falc. Et aujourd'hui, Edmond, qui ne sollicitait personne, est devenu quelqu'un de très sollicité, puisque à chaque fois qu'il y a un document Falc à traduire en Falc, bah, c'est lui qu'on vient voir. Slide suivante. Où est-ce que je veux en venir? Ça, là, pour le coup, c'est une vraie photo. Vraie photo du comité de pilotage. En fait, concrètement, là où je veux en venir, c'est que les cadres qui nous permettent de partager le sens d'une situation, comme je disais, ils influencent nos actions et nos décisions. Dans ce groupe-là, on a travaillé un certain nombre d'actions, d'expérimentations, de décisions, et on a modifié nos façons de travailler. L'accueil de jour s'est complètement transformé, notamment parce qu'ils ont remis en question un certain nombre de leurs propres habitudes. Le directeur, qui faisait partie du groupe de travail, a commencé à travailler différemment sur ses propres décisions. Et tous les professionnels de tous les établissements ont commencé à intégrer systématiquement le fait d'avoir recours à l'expertise des personnes concernées. Ce n'est pas juste de dire elles vont s'autodéterminer, comme on l'a dit tout à l'heure avec Jean-Pierre. Non, c'est juste à tous les niveaux des établissements et des services, on a posé la question aux personnes concernées. À l'accueil du jour, c'était pour organiser les activités. À l'ESAT, c'était pour prendre de nouveaux marchés ou prendre de nouvelles activités. On a utilisé concrètement l'expertise des personnes concernées pour pouvoir ensuite prendre des décisions et mettre en place des actions. Slide suivante. Pour conclure, dans ce projet-là, on a mis en évidence 3 piliers principaux. 3 piliers de participation. Premier pilier, la confiance. Nicolas, il nous a dit clairement, ce projet-là m'a donné confiance en moi. À la fin du projet, il nous a même dit un truc qui nous a un peu perturbé, c'est qu'il nous a dit, moi j'ai bien aimé le projet de recherche parce que ça fait du bien d'être dans des réunions avec des gens normaux. Ben ouais, mais ce qu'il nous rappelait là, c'est juste que l'entre-soi, on le connaît aussi, et que l'entre-soi des éducateurs du SAVS ou l'entre-soi des personnes accompagnées, on le reproduit systématiquement aussi. Donc, prendre confiance en soi et confiance en les autres, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le langage. Si vous voulez transformer quelque chose dans votre environnement, si vous voulez transformer quelque chose collectivement, si vous voulez qu'il y ait de la participation effective des personnes concernées, encore faut-il adapter le langage. C'est bien de les mettre autour de la table, mais si le langage qu'on utilise, c'est un langage de professionnel jargonnant, ça ne sert pas à grand-chose. Troisième pilier, le temps. On a tous un rapport au temps différent. Les collègues québécois ont nommé ça le creep time, avoir un rapport au temps particulier parce qu'on est en situation de handicap. Dans le projet, nous, on a même vu que le temps du directeur, ce n'est pas le temps de l'éducateur, et c'est encore pas le temps du chercheur. Notre rapport au temps, il est singulier, et si on ne prend pas ça en compte, dans le design de la recherche, mais même dans l'organisation au quotidien, on va créer des systèmes où, concrètement, on va imposer des habitudes à des personnes. Deuxième élément de conclusion, c'est un terme que j'emprunte au philosophe Jacques Rancière. Dans Le Maître ignorant, il explique que, globalement, il faudrait qu'on parte d'une présupposition d'égalité d'intelligence. C'est un terme un peu compliqué pour dire que finalement, le point de départ, c'est qu'on est tous égaux. Dire qu'on doit s'autodéterminer, dire qu'on doit pouvoir décider, oui, ok, c'est bien, on a le droit de le faire, mais encore faut-il penser qu'on est égaux face à ça et que ce n'est pas juste une question de capacité. Ce n'est pas une question de capacité parce que si c'est une question de capacité, si des gens sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes et d'autres non, c'est qu'on revient sur quelque chose qu'on avait mis en évidence dans notre livre avec Coralie Sarrazin. C'est une représentation qui est très largement répandue dans notre société et dans le secteur médico-social aussi. C'est une représentation qu'on a nommée la présomption d'incompétence. Par défaut, c'est généralement plus facile de penser que les personnes ne sauront pas faire, ne pourront pas faire. Si d'emblée on inverse la logique et qu'on parle de présupposition d'égalité d'intelligence, de présupposition de capacité à faire, on change les choses et on n'est plus seulement à vouloir dire il faut former les gens, il faut qu'ils développent des capacités,
on commence à dire qu'il faut enquêter pour pouvoir transformer l'environnement et l'organisation. On commence, à partir de la méthodologie d'enquête que j'ai présentée tout à l'heure, à se dire que on a peut-être quelque chose à faire qui est de transformer les environnements et les organisations qui sont les nôtres. On produit des organisations et des environnements qui sont incapacitants bien souvent, qui ne permettent pas aux personnes de participer pleinement. Si on veut effectivement que les personnes participent, c'est de notre propre responsabilité de transformer nos environnements directs. Merci. Merci Loïc. Double merci pour le propos et pour le respect du temps qui nous permet d'échanger un petit peu avec la salle. Alors vous voyez qu'il y a des gens avec des écharpes jaunes dans la salle. Ce sont des gens qui font partie de l'orga. Certains d'entre eux vont vous passer le micro si vous souhaitez poser une question à Loïc Andrien. Y a-t-il des gens qui souhaitent se lancer? Je regarde la salle. Question? Oui? Non? Pas encore. Bon, c'est normal. Alors, si, une question au centre. Alors, les petites règles, vous dites votre prénom, ce que vous faites dans la vie, et puis vous posez votre question. Bonjour, Axel Walla, directeur de pôle pour la PEI Bouclet de la Seine dans le 92. Vous avez évoqué le changement de l'environnement, le changement de l'organisation. Et en fait, je voulais savoir quel était votre point de vue sur les professionnels justement qui accompagnent les personnes. La façon aussi dont ils doivent se rendre aussi d'une certaine façon disponibles pour accepter aussi et pouvoir véhiculer, vectoriser le changement auprès des personnes pour le rendre possible. Ça passe aussi par eux. Et est-ce que vous avez constaté dans le cadre de vos recherches peut-être des fois des freins dans la façon d'appréhender les personnes ou des fois des facilités ou est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dépendant du professionnel et de sa formation, de son aptitude aussi à pouvoir accompagner les gens? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je pourrais repartir pour 3 heures d'intervention parce que c'est en fait un peu le sujet de ma thèse. Le principal frein, je pense, dans le secteur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit, beaucoup écrit, c'est la centralité de la notion de besoin. On est dans un secteur où on a construit des expertises sur les besoins des personnes. Et plutôt que de s'attacher à ce que les personnes attendent ou à ce qu'elles voudraient faire concrètement, on a construit un système global. C'est pas juste, je ne pointe pas juste telle ou telle profession, tel ou tel métier ou telle organisation en tant que telle, mais concrètement, on est sur un système global qui est d'abord construit sur une identification des besoins, les besoins étant généralement définis comme un écart à la norme et comme quelque chose qu'une expertise professionnelle va pouvoir cibler. Donc on sait globalement ce qui est bien pour l'autre et on sait globalement ce qu'on va pouvoir construire pour lui dans l'accompagnement. Ça, je pense que c'est un des premiers freins, puisque ça maintient à la fois des professionnels dans une fausse expertise parfois en fonction des situations sur ce qu'il faut pour l'autre, et ça continue aussi à maintenir les personnes dans une dévalorisation de leur propre expérience au prétexte que d'autres personnes sauraient ce qui est bien pour elles. Et ça, elles l'ont bien intériorisé aussi. Ça rejoint un petit peu la situation de Jean-Pierre tout à l'heure. Jean-Pierre, il n'a jamais réellement appris à décider pour lui ou il s'est toujours adapté aux autres parce que concrètement, tout le système autour de lui était construit comme ça et que tout le monde a participé de cette situation-là. Donc je pense que ça peut être un des premiers freins. Ce n'est pas forcément le seul, mais pour moi, il est assez central. Et tant qu'on n'a pas remis en question cette logique de besoin qui est toujours un peu au départ de toutes nos réflexions, je pense à tous les accompagnants, projets personnalisés, etc. Tant qu'on n'a pas remis en question cette primauté-là du besoin, je pense qu'il y a des difficultés encore qui peuvent poindre derrière. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour, Florence Jablonski, présidente de Nous aussi, nationale. Je voulais dire que vous avez très bien parlé, j'ai réussi à comprendre ce que vous avez dit. Merci. Pour un coup, qu'il y a un chercheur
qu'on comprend ce qu'il raconte. C'est vraiment génial. Eh ben, merci beaucoup Florence, ça fait extrêmement plaisir d'entendre ça, parce que figure-toi que c'est pas un hasard. On a beaucoup insisté, et je remercie infiniment Loïc d'avoir très bien réussi à faire ça. On a demandé à tous nos intervenants de faire attention aux mots compliqués qu'ils peuvent employer. On leur a dit qu'il y aura des personnes d'horizons différents dans cette salle, et certaines d'entre elles peuvent avoir des difficultés à comprendre, et pour qu'elles puissent comprendre la totalité du colloque comme tout le monde, on vous demande de faire attention et de ne pas faire des phrases trop longues, de ne pas utiliser des mots trop compliqués ou de ne pas faire des PowerPoint trop chargés. Et tu verras tout à l'heure qu'il y a une autre table ronde où les intervenants ont également vraiment joué le jeu. Je te remercie de l'avoir souligné, c'était important pour nous. Et à nouveau, ça fait très plaisir que tu l'aies remarqué. Merci à toi. De rien. Et moi, je rajoute juste, merci beaucoup aussi pour cette réflexion, parce que c'est aussi le but de la recherche, c'est d'apporter des choses et de se faire comprendre. Les chercheurs, Michel Callon les appelait les chercheurs confinés, ceux qui travaillent entre eux et qui produisent des savoirs entre eux et qui sont assez difficilement accessibles. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la recherche, elle puisse apporter des choses à la pratique, et pour ça, il faut se comprendre. Et généralement, je suis assez d'accord que dans certains cadres, c'est parfois difficile de suivre certains travaux de recherche, mais le but du jeu, c'est aussi qu'on se rende accessible et qu'on puisse discuter ensemble de ce que ça apporte et de ce que ça construit derrière. Donc merci beaucoup. Y a-t-il? Oui, il y a encore une question devant. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, Axel, cadre dans un IME. Du fait, si on ne part pas sur... Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à partir des besoins, mais du fait, si on ne part pas des besoins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste notre base de travail, on part de quoi? Alors, c'est peut-être une question bête, mais de quoi vous conseillez de partir pour accompagner la personne? Dans un autre projet de recherche qui traite justement des projets personnalisés, je vais le faire court. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, les besoins, c'est pas à mettre à évacuer totalement. C'est juste qu'il faut mettre au même niveau les attentes des personnes que les besoins des professionnels, et surtout, il faut donner la possibilité aux personnes de discuter les besoins qui sont évalués. Donc pour moi, il y a déjà un premier outil auquel il faut arrêter de faire référence, c'est la sacro-sainte réunion de synthèse. Où on met tous les professionnels autour de la table qui se mettent d'accord sur une vision consensuelle des besoins des personnes et qu'on va présenter ensuite à la personne. Pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait des espaces de dialogue. S'il y a des espaces de dialogue pour co-évaluer les besoins, à partir de ce moment-là, la réunion de synthèse, elle n'a plus lieu d'être en tant que telle. C'est des espaces de discussion qu'il faut pouvoir présenter. Peut-être que la personne, elle sera d'accord avec ce qui est évalué par l'éducateur, mais pas avec ce que le psychiatre a évalué. Et peut-être qu'elle sera d'accord avec l'ortho, mais pas d'accord avec l'ergo, etc., etc. Et je pense que ce qu'il faut avant tout pour construire la base de l'accompagnement, c'est du dialogue et des espaces de dialogue réels. Merci beaucoup. Une dernière question au-dessus. Bonjour monsieur, je m'appelle Michael, je suis de Bar-le-Duc, j'ai 50 ans. Mais comme je vois sur l'écran, leur choix, leurs droits. Mais moi, on ne m'a jamais posé mes droits. J'ai souvent demandé à mes parents si je pouvais avoir le code pour avoir une voiture sans permis, mais ils refusent. Comment je peux faire pour les convaincre? Alors, si la question concerne les parents, ça m'intéresse aussi, Loïc. Alors, merci pour la question. Premier élément de réponse, dans le projet de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, Nicolas nous a clairement expliqué que lui ne connaissait pas ses droits. Et là, je vous rassure aussi, il y a plein de professionnels qui ne connaissaient pas les droits des personnes handicapées non plus dans le projet. La Convention internationale des droits des personnes handicapées, autour de la table du projet de recherche, il y avait une personne sur les 12 qui la connaissait. Donc la connaissance des droits, qui est la base pour moi du travail, est loin d'être encore acquise, à la fois pour les personnes concernées et pour les professionnels. Ça, donc, il y a un vrai gros travail là-dessus.
Ensuite, sur la réponse par rapport à vos parents, je suis désolé, je ne vais pas avoir de réponse directe à faire, mais si vous avez des droits, vous avez aussi la possibilité d'en discuter et donc d'opposer votre avis. Mais c'est peut-être pas si simple que ça. Merci beaucoup. Merci pour votre question. À nouveau, un grand merci à Loïc pour cette conférence inaugurale. Bravo. Puisqu'on a bien travaillé, on a droit à une bonne pause. Donc je vous invite à aller profiter des stands, d'un petit café et nos travaux reprennent à 16h précisément. À tout de suite.